You think you know me? Et test la lecture, un peu plus peut-être deux. More respect for you, because my style of MCing, when I break down who I am as a rapper, it's a mix of the fire and passion of Ice Cube, the knowledge of KRS-One, and the voice of Future. That's actually really accurate. It is accurate. I've thought about it a lot. I'm actually thinking about it. I'm like, yeah, that's who I am. That's extremely accurate. Yeah, that's who I am. And so, I met Ice Cube once before. Ok. Je faisais un test, bon, moi j'aime pas tricher, je fais les trucs. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne du Sorcerer, et aujourd'hui encore une réaction vidéo, que je vais faire un peu sur toujours une interview de J-Pep Mafia que j'avais vu ça date d'il y a 4 ans, c'était à l'époque où il sortait son album All My Heroes à Cornball, fabuleux album. Si vous ne l'avez pas écouté, allez l'écouter, je vais essayer de vous mettre le lien en description de cet album là. Je sais pas, mon truc me dit maintenant un peu de faire des réactions vidéo un peu sur les trucs un peu qui m'inspirent un peu par rapport au sujet que je fais, par rapport au truc un peu, et dans mon processus un peu pour les vidéos, je regarde beaucoup d'interviews, je lis beaucoup, et j'essaie de prendre toujours des insights et des interviews les plus, c'est-à-dire les insights les plus subtils un peu que j'ai entendu dans une interview qui peut m'aider dans la compréhension par rapport à que j'ai d'un artiste. J-Pep Mafia, je vous ai déjà fait 2 sujets sur lui si je me trompe pas, un sujet sur Scaring the Oz et un autre sujet qui est sur quoi? Ouais, son dernier album là, Lay Down My Life For You, et la structuration de son album est géniale. La structure et ce qui m'a toujours plu, c'est qu'il a une très belle discographie, un personnage très intéressant, parfois un peu fucked up, parfois un peu fucked up et tout, mais j'aime beaucoup l'artiste. Le gars, l'homme est particulier. L'homme est particulier. Un peu, je sais pas si dans la vie ce serait le genre. Je sais pas. C'est le genre de gars que j'adore, l'artiste. J'adore aussi le personnage et comment il est frontal sur d'autres choses, mais je sais pas si j'ai le genre de gars que je pourrais vraiment être content de le rencontrer dans la vie. Parce que j'ai l'impression que c'est le genre de gars qui peut réagir au quart de tour ou le moment où, je sais pas, c'est les gens imprévisibles. Tu sais pas comment ils réagissent dans la vie, un peu ce genre de gars-là. C'est le genre de gars que tu dois apprécier un peu de loin. Si tu te rapproches trop près, J-Pep Mafia un peu me fait penser, mais quand tu regardes un peu le background dans lequel il a vécu et tout, ça peut se comprendre un peu, et ça n'a pas été facile. C'est quelqu'un qui va devenir sûrement une légende un peu de cette ère un peu musicale, hip-hop, un peu dans laquelle on vit. C'est quelqu'un qui redéfinit les règles. Il est pour moi le nouveau Kanye West, il est pour moi le nouveau MF Doom, il est pour moi le nouveau Odette Bastard, à une certaine forme un peu. Il est Cool Kid aussi, il est tout ça. Et personnage excessivement éclectique dans ses goûts musicaux, peut te parler de Ice Cube, comme il peut te parler de Dick Drake. Ça, c'est des choses que j'aime voir. J'aime voir les noirs comme ça. Cette interview a été il y a 4 ans sur le podcast de Tommy Pully là, que j'aime beaucoup là, qui est très insight un peu sur le truc. Donc on va le regarder et je ferai des commentaires un peu tranquillement au fur et à mesure, quoi. Before, but it was just at a concert. This is my first time really sitting, chopping it up with Ice Cube. You know what I'm saying? A lot of people, one of the things I was able to talk to them about was just how revolutionary and conscious Bird in the Hand was and Fuck the Police was. A lot of people look at Ice Cube and NWA as rightfully so, as we started this gangster shit. This is my fucking thanks we get. But I feel like you look at Ice Cube like the Chuck D version of Ice Cube. Yes. You know what I'm saying? Man. Ice Cube is a lot of things for a lot of different people. Mm-hmm. But for me, Ice Cube attacked a specific kind of racism in a way that was just like ground level. Mm-hmm. It wasn't like, I love Public Enemy, Fear of a Black Planet, Yo Bum Rush Show, Nation of Millions, etc. But they attacked it in a way that's like, we're attacking it with knowledge, we're attacking it with this and this. Ça, c'est très vrai, ça. C'est un peu la différence même entre Fear of Black Planet. Ce qu'il dit là, c'est très très vrai là. Putain d'étudiant, il connaît vraiment son truc. Oui, ce que je trouve qu'il a totalement raison dans ce qu'il dit là. Quand tu écoutes ce fabuleux album de Ice Cube, là, America KK Most Wanted, si vous voulez connaître vraiment qui est Ice Cube après la période NWA là, allez écouter America KK Most Wanted. Cet album là, je pense que chaque gars qui s'estime étudiant de la musique hip-hop et autres et tout, je ne sais pas quoi, si vous voulez voir quelque chose qui représente pour moi la quintessence même du hip-hop et autres et tout, de ce que c'est le hip-hop, c'est America KK Most Wanted, parce que c'est l'un des albums les plus
frontal un peu sur le racisme qu'on peut rencontrer un peu aux États-Unis. Et la comparaison qu'il a fait un peu avec Fear of Black Planet, qui est un peu l'album de Public Enemy, c'est que les Public Enemy, un peu, tu sens que ce sont des intellectuels. Chuck D, c'est pas un mec de la rue, là, et autres, et tout là. Quand tu regardes le background de Chuck D, c'est vraiment un background très intellectuel, un peu. Et c'est pour ça que je fais même souvent la scission avec les mecs de, même si c'est le métal et tout, Rage Against the Machine avec Zach de la Rocca sont un peu comme les versions metal new. Ils n'aiment pas du tout qu'on les compare un peu à ça, mais bon, comme c'est la forme musicale un peu qui est facile à comprendre au grand public, Rage Against the Machine est la version metal un peu de Public Enemy, parce que Rage Against the Machine aussi c'est des intellos. C'est des intellos. Quand tu regardes Tom Morello, un peu son parcours, et surtout Zach de la Rocca, qui vient d'un background très activiste et intellectuel. Tu regardes son père, je vais vous sortir un peu les trucs en montage. Et quand tu regardes aussi le grand-père de Zach de la Rocca, qui était un gars qui a été un partisan de Emiliano Zapata. Si vous savez qui est Emiliano Zapata, c'est le gars qui est le mec qui a fait la révolution mexicaine un peu. Et Zach de la Rocca, son grand-père était parti du mouvement là, ce que tu as vu après, son grand-père venait de ce mouvement là. C'est pour ça que Zach de la Rocca a des racines vraiment d'activiste pur. C'est pour ça que ça me fait souvent rire pendant longtemps quand j'ai traîné dans les forums. Excusez-moi un peu de faire une digression par rapport à ça. Les forums un peu des gars de Rage Against the Machine, à quel point les forums de Rage Against the Machine, les fans de Rage Against the Machine sont des, excusez-moi le bon, hein, certains d'entre eux sont des gros débilos, hein. Parce que je voyais souvent, il y a une époque, j'avais même fait un sujet de ça à l'époque là, je vais ressortir ce sujet là, j'avais fait un sujet de ça à l'époque un peu. Il y a au tout début de la chaîne, il y a des mecs qui venaient se plaindre que Tom Morello, quand on voyait que Tom Morello faisait des discours politiques, Zach de la Rocca, que moi oui j'aime pas avoir de la politique dans la musique que j'écoute ou quelque chose comme ça. Et j'ai regardé, c'était des tweets un peu de fans caucasiens là qui regardaient là, j'ai dit mais les mecs, vous écoutez quoi avec Rage Against the Machine? Je me rappelle même un peu quand j'étais dans les forums, un peu comme moi, je suis un peu noir, africain et autres et tout là. Et j'adore faire ça, j'adore faire ça, j'adore les faire ça. Surtout quand ils me voient là, ils disent non, le Camerounais là, c'est un gars qui est, j'adore casser la bullshit là un peu. J'ai dit, mais les mecs, je me rappelle même dans les forums, même, je parlais même par rapport à ça. J'ai dit, mais les mecs, vous écoutez les paroles un peu des Zach de la Rocca? Vous écoutez ce qu'ils disent? Vous écoutez le début de la chanson Rodéo? Vous pensez que c'est des gars qui dit white suprémaciste, ouais, washa, ou c'est bon, comment ça s'appelle le groupe raciste là, de métal là, Barzou, je sais pas quoi là. Que le connard de Kanye West est parti porter même le t-shirt là après. Vous croyez que c'est ces gars-là? Vous n'avez rien compris les mecs. Vous écoutez quoi? C'est là où j'ai dit non, vous êtes débiles. Vous êtes même américain. Il y a des lyrics qui sont qui sont anti-racistes, lyrics qui sont anti-gouvernement. Petit truc. Et vous venez me dire que les gars, Tom Morello, ça m'énerve quand il donne des interviews politiques. Je dis, mais vous êtes malade, toute l'essence, c'est ça? C'est des débiles. C'est là où je me suis rendu compte que, merde, il y a des gens qui n'écoutent pas les lyrics quand ils écoutent la musique. C'est des vrais imbéciles. Excusez-moi le mot, mais c'est des vrais imbéciles. Vrais imbéciles. Non, je vais vous sortir un peu le truc là, ça m'avait choqué à l'époque. J'ai dit, mais putain, comment on peut être aussi bête? Et pour revenir un peu au sujet, c'est vrai un peu ce que J-Pack Mafia a dit. Public Enemy, ils attaquent un peu avec, ils essaient de t'apporter une connaissance. Donc Ice Cube est beaucoup plus direct par rapport à ça. Et la fusion
fusion vraiment de ces deux éléments, des gars qui ont, c'est la fusion un peu des gars qui ont un peu le truc, le public qui aimait le truc un peu de Ice Cube, c'est Tupac. Tupac, c'est en même temps, il t'attaque avec de la connaissance un peu par rapport à un sujet, et en même temps, il est frontal et direct. Pas finesse un peu comme Chuck T. Je suis d'accord avec ce qu'il dit. Ice Cube attacked it from the everyday, like, I want to I'm move in your it. drink while you're talking. You want to move it? I want to move it because I feel like your elbow is going to go I like there. the elbow. Yeah. Must be another party foul. Keep going. But no, Ice Cube attacked racism in a way that nobody else was attacked. He attacked it from a ground level. Like, this is me. I might not read all the books. Right. I might not like have all the knowledge, but I know what's up, and this is how I do it. So like he was able to like regurgitate that shit in a way that just appealed to me, because I always felt this, but I never knew how to express it until I heard America's Most Wanted. And I was Right. like, what the fuck is going on? Right. Now I didn't hear America's Most Wanted in 1993 or whatever when it came out, because I was like 2 years old. Right, of course. I heard it when I was like very young, like 10 or 11, and I was like, what the fuck is going on? But yeah, Ice Cube, he showed me that you could talk about topics like racism. It didn't have to be preachy. Didn't have to be this. Didn't have to be that. You could attack it the same way you talk about selling drugs. You just ground level. This is my extent of this knowledge, Right. and I'm kicking it out like that. So Ice Cube is a huge influence because he made me want to rap. I was just producing, before Right. that, but like he made me want to rap because the shit that he talked about, I didn't know you could do that like that. Right. He's like, I heard know. payback's a motherfucking nigga. Yeah. That's why I'm sick of getting treated like a goddamn stepchild. Right, Fuck a punk because I ain't him. You got to deal with the 9-double M. Yeah, Yeah. just like hard shit. Yo, I did a cover. It was like a Halloween thing. I did a cover of Ice Cube. I pretended like one person was Core and one person was like, I was Ice Cube, and I did America's Most Wanted. Yeah. Top to bottom, straight out of Compton. Yeah, he's one of my favorite rappers. Yeah. Hands down. If I met that man, I'd probably cry. Yeah, I feel I you. I checked feel him you. earlier. I feel I you. know. I saw that shit. I told him earlier. I was like, actually just showed up at Yeah. 10. Awesome. Yeah. Now, you said that you were just making beats before. Yes. You play just about damn near everything, right? Okay. You about to get the scoop. No, the only instrument I can play like proficiently really is the keyboard. Okay, but you're making beats, right? Yes, but I know how to figure shit out. Okay. I don't know how to play the guitar. Okay, but you proficiently. fucked around. You playing these shits on your shit. That's why, because it's listed in your bios and online that you play all these things. But I think Yeah. if people don't expect producers and rappers who do in hip hop space to even do anything besides Yeah, just make beats. they don't understand. Even making beats, Fruity Loops and all that shit, DAWs, digital audio workstation, they're instruments. to Right, me. right. So like that for me is an instrument. So Right. my Everything instrument is is banging on the table. bro. Yeah. That's the beauty of rap, because it's like you don't have to know how to music theory in order to do Right. it, so it fucks people up. But like my instrument is really a DAW, and keyboard is what I know how to play. Mm-hmm. But like with a DAW, you're able to like transfer information and do different things. So like you could play the keys to something and then like transfer it to a guitar or something like that. But I don't know how to play guitar, etc., etc. But the beauty of rap is I'm able to figure that shit out and make what I make, because like I'm dedicated to my craft. You know what I'm saying? That's where rap overlap with punk rock. yeah, exactly, Right. exactly. And I hear a lot of punk rock aesthetic in your music. Yeah. Voilà, je suis d'accord avec aussi cette même-là. Ça, c'est pour un peu des fans un peu blancs qui sont un peu... Ça, c'est pour un peu mes gars blancs là, un peu là que je vais parler de ça. Parce que oui, j'aime tacler les négros, j'aime aussi tacler les blancs. Moi, je suis au milieu là pour décrire un peu, parce que j'ai compris que les deux côtés, c'est des stéréotypes et chacun reste dans tes stéréotypes et chacun reste comme ça. Le punk, la musique punk et la musique hip-hop sont très très similaires sur le fond. La musique punk et la musique hip-hop sont très similaires. C'est pour ça que j'aime beaucoup JPEG Mafia, parce que c'est quelqu'un qui a compris ces deux formes-là. Il y a beaucoup de similitudes entre un groupe comme The Clash et un groupe comme Public Enemy. J'ai même envie de dire, politiquement même ils sont pareils. Les Public Enemy, oui, c'est des révolutionnaires, nanani, même si ce sont un peu des gauchistes démocrates, un peu dans le truc. The Clash de Joe Strummer, comment on appelle ça, politique révolutionnaire, mais aussi gauchiste un peu. Ils ont l'air un peu côté gauchiste aussi un peu. Ça, The Clash un peu, ça fait un peu gauchiste, même si musicalement j'adore comment s'appelle l'album London Calling, j'adore. L'album là, il y avait Rock de Casbah là, j'ai oublié le nom de l'album là, ça s'appelait quoi encore? J'ai oublié, je vais sortir l'affiche là, l'album là, il y avait Rock de Casbah et l'album London Calling, qui s'inspirait je crois de l'affiche du premier ou deuxième album d'Elvis Presley, qui est génial aussi. Elvis Presley aussi, ça c'est, bon, je fais une parenthèse, Elvis Presley là, c'était un bon culture vulture, il était bon, hein. Et il savait, lui, c'était un blanc qui a su bien comprendre la culture blues là. Ouh là là, c'était un blanc très talentueux ce gars-là. Il a su bien prendre l'essence du délire là. C'est l'un des blancs qui a mieux fait ce délire là. J'ai un peu du mal avec Jerry Lee Lewis. J'ai un peu du mal avec la musique de Jerry Lee Lewis un peu en termes de truc de blues, mais Elvis c'est celui qui a le mieux compris que le délire que tous les autres blancs qui ont essayé. Elvis et autres et tout,
Buddy Holly, je le mettrais pas trop dans le même catégorie, même s'il était aussi génial. J'ai beaucoup aimé la musique de Buddy Holly. Mais Elvis, c'est lui qui a le mieux compris le délire. Par rapport à Jerry Lee Lewis et tous les cocos là que j'ai vu là après là. Et tout. C'est celui qui a le mieux compris le délire. C'est pour ça qu'il a été CCO. Et qu'est-ce que je disais encore à la base? Oui, je parlais de, la musique punk et la musique hip-hop sont très similaires. C'est très similaire dans la forme. Très similaire. Pas dans le fond, mais la forme est différente. Et c'est aussi, musicalement aussi, le même procédé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les gars qui ont fait la musique punk, quand tu regardes un peu leur histoire, même si quand tu regardes un peu les racines un peu de l'histoire du ska, du punk et tout, tu sens que c'est quand même aussi des gars qui venaient de Jamaïque, qui sont trucs en Angleterre, donc il y a aussi les trucs un peu négro, que le truc punk même, ça vient même des trucs de noirs qui viennent de Jamaïque. Quand tu fais des recherches un peu beaucoup plus approfondies, mais je n'ai pas envie de trucs, bah c'est strictement ce qu'on nous raconte un peu dans les médias. Quand tu regardes un peu les jeunes blancs qui faisaient un peu la musique punk là, tous ces gars là, je parle de Sex Pistols, je parle de Cro-Mags, je parle de Henry Rollins et son groupe là, Black Flag, je parle de tous ces groupes là, etc. Quand tu regardes un peu l'histoire, c'est des mecs qui ne savaient pas vraiment être des super musiciens. C'était pas des incroyables musiciens à la base. C'était des mecs qui avaient décidé que bon, des blancs qui étaient énervés un peu de la politique aussi de leur condition sociale, et ils parlaient beaucoup plus du prolétariat blanc. Et ils s'énervaient et ils disaient bon, on va utiliser les instruments, les guitares, on va pas seulement faire trop de théorie musicale, on va hurler notre colère. C'est un peu ça le punk. C'est pas c'est pas les gars comme un peu les gars de la prog rock, ou bien un peu les mecs un peu, on va dire un peu, les groupes de Robert Wyatt, Soft Machine, ou les mecs de Pink Floyd de David Gilmour, ou les gars qui sont vraiment des musiciens incroyablement accomplis, qui ont des délires et tout, et qui ont un peu la vague de... Et puis non, ça, ce sont les mecs qui sont énervés. Les mecs qui sont énervés par la condition sociale, par leur truc et tout, et qui ne sont pas forcément des musiciens incroyables, mais qui ont utilisé et qui ont fait ce qu'on appelle un peu dans la mentalité punk, il y a cette mentalité un peu qui s'appelle DIY là, do it yourself. C'était un peu ça. On sait pas trop, nanani, on va chercher, on va checker, on va faire. Le hip hop c'est aussi pareil. Le hip hop c'est pas des mecs c'est différent un peu des gars de la soul, ou des gars de la musique funk, ou des gars de la musique blues qui étaient parfois des grands musiciens. C'est maintenant des jeunes qui utilisaient des instruments qu'ils ont comme le MPC, travaillaient avec des anciens vinyles, peut-être de leurs parents, de leurs grands-parents et autres et tout. Et musicalement, arrivaient à chopper avec les samples et autres et tout. C'est aussi du do it yourself. Ça m'a le faire avec des instruments de musique avec la guitare, d'autres le faire avec le MPC. C'est aussi la même chose. Et aussi, dans le discours politique, un discours qui parle de la condition précaire des Afro-Américains. Là où les punkers parlaient de la condition précaire des Blancs. C'est un peu ça, c'est des cousins. La forme est différente, mais le propos et le fond est le même. Et le procédé aussi pour faire la musique est quand même le même si les instruments utilisés sont différents. C'est ça la musique punk. C'est ça la différence entre le punk et le hip-hop. Et les Deep Purple Mafia, je pourrais citer aussi des gars comme un peu Dead Grips. Je pourrais citer un peu des groupes aussi comme Clipping. Je pourrais citer quel groupe encore qui est un peu comme ça là. Il y a eu des groupes un peu dans les années 2000 un peu là. Comment s'appelait ce mec là? Il s'appelle K, mais son c'est Consortium. C'est Art Pop Consortium. Je sais plus comment ça s'appelait. C'est Art Pop Consortium. Je sais plus. Ils avaient un album qui s'appelait Tragic Epilogue. C'était des gars qui utilisaient les deux formes. Raise Against the Machine aussi, quelque part, ont combiné les deux aussi. Maintenant, dans Raise Against the Machine, ce qui était un peu plus génial, c'est que tu avais des musiciens qui étaient incroyables. C'est pour ça que j'ai même pas trop envie de les réduire aux gars de métal,
Parce que c'est des gars qui incorporaient des rythmiques de G-Funk, des rythmiques de psychédélique rock et des rythmiques de prog rock. C'était très complexe la musique de Rage Against the Machine. Quand tu regardes un mec comme Tom Morello ou Tim Commerford, ces gars-là, tu sais que c'est des gars qui ont écouté Frank Zappa, des mecs qui ont écouté Emerald Lake Palmer. Non, c'est des mecs qui ont écouté ces gars-là. Ça se sent même dans la virtuosité. Tom Morello, tu sais qu'il a étudié Frank Zappa. Dans ses variations de guitare et autres, tu sais qu'il a étudié Frank Zappa. Tu sais qu'il a étudié ces mecs. Tu sais qu'il a étudié ces mecs. Dans le Rage Against the Machine, c'est un peu différent, mais il combine aussi deux, ça là. Le groupe de Zach de la Rocca, dont j'avais fait même un sujet là. Inside Out. C'est aussi pareil. C'est un peu dans la même forme. Ouais, on figure out. On crie notre colère. Là où Zach de la Rocca a été beaucoup plus nuancé, comme lui, les métis, mexicains, juifs, je crois. Donc, ce qu'il dit là est très vrai, c'est très intéressant et c'est un peu un truc un peu parce que quand je vois soit les blancs là, ils font là, ouais, hip-hop là, la liste c'est seulement les négros là, et les noirs sont de l'autre côté là, ouais, ça ce sont seulement des drogués là et autres et tout. Je dis, Coco, si vous écoutez, vous êtes un peu pareil les gars. Vous êtes un peu pareil les gars. C'est seulement que vous exprimez ça différemment, mais le fond est pareil. Donc c'est pour ça que moi ça me fatigue un peu de voir les stéréotypes un peu chez les noirs et chez les blancs et ça. Non, il y a c'est très proche, plus qu'on le pense. And the way that you approach it with a very punk rock energy, like fuck it, like I'm unprofessional on purpose, right? Because fuck being a professional. As an artist, we've earned the right to not be professional. You know what I'm saying? Like Lauryn Hill could not show up at a show and she's still gonna be Lauryn Hill. Yeah, but Yeah, she's earned the right. Yeah. No, this is facts because I operate like this and a lot of young kids don't. I operate on a very respect-driven basis. You, for example, you're a legend. You've earned the right to do whatever the fuck you want. You can do whatever the fuck you want. People like this have earned the status. You put the work in. You've done the tours. You've done the fucking. You've dealt with the bitch-ass journalists. You've done all the shit I'm going through right now. But I'll take it further. And I agree with you. But even a step further, as an artist, once you make the decision to be an artist, then you've earned the right to whatever you say art is. What if your art is, I'm just gonna not show up? What if that's what you're doing as an artist? I have a question. Yes, and no disrespect to Miss Hill, but I'm not. I mean, I am an artist, but I'm not a music artist. But do you think that's really fair for people to come out and like get babysitters and take off of work I'm gonna tell you why it's fair. I'm gonna tell you why it's fair. Because when you come out to see a concert, you have no relationship with the performer on stage. You have a contract with the venue owner or with a club promoter. That's who promised you that somebody's gonna show up, not the artist. The artist has a whole different relationship with the venue owner or the club promoter. So you could come, you have every right to be upset. The fucking promoter said, Jakey promoted via Ice Cube, he's talking about Jakey promoters. Like the Jakey promoter told you the nigga was gonna be here, then the promoter gotta give you your money back. But guess what, as an artist, I get paid regardless. You know what I'm saying? And you know what? It might not sound fair. And you know what? It probably isn't fair. But the fact of the matter is that as unfair as it is, you earned it though. I'm still gonna be me. Yeah, Nina Simone, you earned it. You can do that. Yeah, Nina Simone stabbed a nigga. I'm fan in the audience. Imagine. Je suis pas trop d'accord avec ça là. Je suis pas d'accord avec les gars. Parce que ce que vous dites là, c'est une insulte au public. Là, moi, je me rappelle à l'époque quand ils avaient dit ça, je suis pas d'accord avec ces conneries là. Non. Quand la position que vous avez occupée là, c'est grâce aux gars là qui sont venus à vos concerts, au public qui sont venus à vos concerts et aux gens qui sont venus à vos concerts. C'est le truc que je n'aimais pas chez MF Doom. MF Doom est un champion là-dedans. Ça, reste in peace MF Doom. God bless. Oui, je comprenais le délire que tu voulais faire. Mais j'étais pas d'accord. MF Doom avait aussi cette même connerie là. Pour ceux qui sont fans de MF Doom à l'époque là, vous vous rappelez, dans les concerts, il faisait souvent un délire où il amenait... il y avait quelqu'un qui rappait tu vois un artiste MF Doom avec le masque et tout son masque là. Et à la fin, tu enlèves, tu te rends compte que c'était pas MF Doom qui était C'était pas MF Doom qui était en train de rapper, c'était un autre gars qui l'avait pris random, il n'est même pas là. C'est une insulte pour les gens et ton public qui permet à ce que tu vives. Parce que c'est ton public, je dis toujours, tu es un servant du peuple. Le peuple, faut pas se foutre de la gueule du peuple. Moi, j'aime pas quand c'est les trucs, c'est pour ça que je dis, c'est les conneries chez les artistes que j'aime pas, c'est vrai. J'aime pas ce genre de conneries là. J'aime pas ce genre de conneries. Les trucs que Lauryn Hill fait là, c'est n'importe quoi. Tu ne peux pas, aussi Lauryn Hill qu'elle est. C'est du grand n'importe quoi. Et Robert Glasper avait raison de la bâcher comme il bâchait là. Si vous vous rappelez un peu à l'époque quand il bâchait, il avait sorti l'interview. C'est n'importe quoi parce que c'est le public qui fait que tu vives. C'est le public qui fait que tu as tenu cette position. Sans le public, sans ces gens-là, tu n'obtiens pas cette position-là.
il faut respecter les gens qui sont déplacés pour venir voir ton concert. C'est le respect que tu dois avoir pour ces gens-là. Même moi, avec ma chaîne YouTube, je peux être peut-être en désaccord avec peut-être des abonnés sur quelque chose. Mais quand même, si j'obtiens beaucoup des abonnés que j'ai eu là, c'est grâce à eux. C'est grâce aux commentaires que je reçois là, que je dis là, c'est grâce à eux. Sinon, je ne suis pas grand-chose. Je suis pas d'accord avec leur connerie là. Pas du tout. Pas du tout. C'est une insulte pour les gens qui t'ont fait. Non. Non. Et ça, c'est les problèmes des artistes. Ils ont souvent des complexes de Dieu, de trucs. Oui, bon, parce que j'ai fait ça. Non, ça se passe pas comme ça. Non. Je suis pas d'accord. Imagine you go see your favorite artist perform and they stab you. Now, because she stabbed him, does she get any less respect for being Nina Simone? Does that change how we see her as an artist? Not at all. No. The art you have. That's why being an artist is dangerous and is brave, because it's like you get to. You get to be like, fuck it. As MF Doom, the nigga be like, sometimes I don't feel like showing up. Fuck it. Non. You pay to see the mask. Oui, c'est ça. C'est le truc de MF. C'est comme si j'avais encore. Il a parlé du truc de MF Doom là. J'ai pensé directement à lui avec ses conneries là. MF Doom faisait tout le temps ça. Tout le temps ça. Il venait, ça me dit. Il y avait il abuse avec ces conneries-là. Le gars, tu viens là, tu fais un concert, tu as payé peut-être même 30 euros, 40 euros pour voir MF Doom. Le mec, à la fin du jour, on envoie quelqu'un qui enlève le masque et tu te rends compte que c'était pas lui, c'était n'importe quoi. Je crois qu'il avait fait ça à un moment donné. Je sais pas si c'était au Bataclan ou tout cas pareil. Les gars ont fait les Parisiens ont failli faire un riot dans le truc et casser tout. Et ils avaient raison. C'était n'importe quoi ces trucs là. Reste in peace même Doom, mais ces conneries là, moi je kiffais pas ça. You pay to see the mask. I didn't even get hip. Yo, it wasn't until I started performing on a regular basis. I was like, yeah, send that nigga in. Yeah, send that nigga in. Send that nigga in. Yo, fuck that shit. I don't want to come today. Before, on the other side, you're just a fan. You're like, I want to see the shit. But on this side of it, you like, sometimes that's a performance. I'm not saying everybody is. Sometimes that's a performance. Sometimes you want some Andy Kaufman shit. Yeah. Sometimes you want some G.G. Allen shit. Sometimes you want some shit that's like, you don't have to understand it. You know what I'm saying? And sometimes you gotta reclaim your time because it's something you just marvel at. Yeah, as an artist, you are a human being first. You are not a product, and people confuse the fact that you create a product with the fact that you are a product, right? So let's take Miss Hill for example. We not that woman. We don't know what she's going through. What if she has mental health issues? What if she has family issues? What if she has financial issues? What if she has? Mais à ce moment donné, tu annules tes concerts. Tu ne viens pas laisser le truc que tu vas être là et tu ne viens pas et tu manges l'argent et tu annules tes concerts. Même le gars qui est venu à ton truc aussi, il a aussi ces mêmes problèmes là, mais il fera le choix de venir voir ton concert, les mecs. Je suis pas d'accord avec vous, les gars. Vous n'êtes pas Dieu. C'est quoi ça? Non, sérieux. Spiritual issues. From what I can tell, sometimes I've toured with her. You know what I'm saying? She has a DJ Reborn come out. Shout out to Reborn. Reborn is an excellent DJ. You know what I'm saying? Like, Reborn will be playing for like an hour or two, getting the crowd hype. Sometimes she's like, the vibe. Oh, God, I almost died. Wait, but I'm gonna tell you what happened. Bun B, because we try to figure out what the show's gonna be. It's gonna be a smoking show, it's gonna be a non-smoking show. And fuck, we don't let niggas smoke. You know what I'm saying? Because this is an office during the day. Yeah. You know what I'm saying? And we don't get everybody high. But I really believe in the honor system. I have a baseline respect for everybody, especially musicians, because the average fan don't respect the work we put in. That's right. I do. Here's I think people might appreciate it, but like people don't understand how good a Jay Dilla was or right. Q-Tip. There's a reason why, like, if I met Q-Tip, if I sit and talk to Q-Tip, because they have jukeboxes. You can just put the quarter in the jukebox on press play on your iPhone. Like I was bumping like I want to be good to you, all that shit, like just like. Yeah, that's the reason I'm here type shit, you know what I'm saying? But yeah, you earn the right. Like, you've already put the time in, bro. Lauren, all these people, they've earned the right. I really believe in that shit. Because people don't respect artists. That's why, like, people question Lauryn Hill if she don't show up to a shit. Like, yeah, she might be going through some shit. You don't know, bro. But, like, yeah, you pay money to come see her. And your time and money is valuable, too. It's extremely valuable. I'm not shitting on work. It's extremely valuable. It's valuable. You should go to the club promoter and get your money back. You should. And he owe you that. But that's the danger of being in the club promotion business. Sometimes a human being that you told people might show up might have a human experience and not show up. That might happen. Of course, I think, like, if people have more respect for artists, they will understand this. Like, the touring we do and, like, the work we put in, it's not understood. Even producing, it's not a craft that's, like, appreciated right now. In 20 years, I think people might appreciate it, but, like, people don't understand how good a Jay Dilla was or a Q-Tip. There's a reason why, like, if I met Q-Tip,
Or if I like sit and talk to Q-Tip, I talk to him like at attention, like this type shit. I'm sure Tip fuck with your shit, bro. Yeah, no, Tip, like I did I'm some sure shit. he I did some shit on Danny Brown. Oh, you on this album? Yeah, and he added some shit. He added accordion and all this other shit. So I was honored by that. But yeah, like I operate on a respect thing. People don't respect artists enough to operate like this, but I do, bro. Like when I meet Q-Tip, I stand up. That's right. You know what I'm saying? Because he earned that shit. I can't sit down and talk to this nigga. Right, I stand up. That's right. I gotta stand up and be like, this is fucking Q-Tip. That's right. You know what I'm saying? Like, yeah. I really believe people. I really believe in an honest system. I have a baseline respect for everybody, especially musicians, because the average fan don't respect the work. Il a raison sur le fait que les audiences, je l'ai dit dans une, je pense l'avoir dit dans ma vidéo toujours sur Deeper Mafia, la vidéo réaction sur Deeper Mafia. Si vous ne l'avez pas vu, je vais le refaire sur son dernier album. Mais j'ai dit ça, j'avais à un moment donné, j'ai sorti cette phrase là, j'ai dit l'audience est médiocre dans son appréciation de la musique. Je dis pas qu'il faut connaître la cinquième note de la base qu'il a fait là à la 5e minute, ou la 605e riff de guitare qu'il a fait. Je ne dis pas ça, parce que le moment où on parle comme ça et le moment que nous on parle comme ça, ceux qui ne sont pas des average listeners, on vient commencer à te balancer les trucs que tu es un hipster, tu prends les gens de haut. Ce n'est pas le cas. Maintenant, si vous vous sentez, comment dire, petit parce que vous voyez quelqu'un qui donne juste un simple avis, ça vous regarde. Parce que je subis souvent ça dans la vie, on me dit tu fais trop le truc. Je dis non, ce n'est pas que je fais le truc. C'est que moi je prends le temps pour suivre ces conneries-là. Vous dites souvent, ah ouais, vous aimez, vous ne suivez pas. Vous ne suivez ni les lyrics, vous n'essayez même pas de suivre quel est le processus et autres. Je dis pas maintenant que tout le monde doit le faire. Je ne dis pas que tout le monde doit le faire. Mais pour moi, quand tu me dis que tu es fan de quelqu'un et que tu ne prends pas attention à comment il a construit le truc que tu es en train d'écouter là, c'est que pour moi, tu n'es pas un fan, tu es un tocard. Tu es un tocard. Tu es un tocard. Et si on parle de musique, tu ne dois pas parler. Non, je suis catégorique sur ces conneries-là, parce que ça prend du temps pour moi-même qui fais un peu de la musique aussi à mon humble niveau. Je sais comment il faut être dédié. Quand tu vois Didi là dans la production, quand tu vois, tu dis mais tu es parti chercher ça. C'est pas évident. Et quelqu'un qui suit un album une fois, il a dit j'ai trouvé ça mixé. Il dit tu as suivi un album une fois. Comment tu peux donner ton avis après avoir suivi un album une fois? Comment tu vas prendre au sérieux le gars? Comment? Tu viens, tu mets le son, tu as suivi une fois, tu dis oh ouais le truc c'est tu dis mais tu as suivi l'album une fois? C'est en une fois que tu vas comprendre? Non, les gars. Après ils vont dire oh j'aime. Non, ça se passe pas comme ça les mecs. Ça se passe pas comme ça. Les audiences sont médiocres. Les audiences sont médiocres. Ils regardent que la hype, ils regardent que le statut. Ils regardent pas le truc. C'est comme, je vais prendre un peu l'exemple. Par exemple, les boys vont dire ils sont fans de Kendrick. Tu vas dire, ok. Qu'est-ce que tu as me dit? Non, Kendrick, keep it real. J'ai aimé le fait que, tu vois, Kendrick, un peu, c'est un rappeur réel, quoi. Il fait le, tu dis, mais qu'est-ce que tu comprends chez le boy? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu plais? Quel son t'a marqué de lui? Quel album t'a marqué de lui? Non, c'est juste que c'est là parce qu'ils ont vu les médias. Les dire que bon, le rappeur conscient, mainstream que vous devez écouter, c'est Kendrick et il répète ça. Il n'a même pas un avis propre sur le gars, un avis propre d'une analyse qu'il a pu faire. Je dis pas que tout le monde doit être super analyse de la musique, parce que au final, ça ne reste que de la musique. C'est pas des mathématiques. Ce n'est que de la musique et la musique est parfois faite pour être appréciée. Oui. Pour être apprécié, j'aime aussi des trucs un peu. J'aime Madonna. Par exemple, Madonna, c'est la musique vraiment pour danser. C'est vraiment la manière dont on a conçu cet album-là. Le premier album de Madonna, c'est conçu pour danser. C'est pour moi un album qui est
programmé pour être dans les dance floors. L'album de Madonna, là, le premier. C'est programmé pour être dans les dance floors. Parce que quand tu écoutes ça, tu dis non, tu as envie de danser comme un malade. Tout ce qui est funk, c'est des albums pour danser. Disco, tout ça là. Mais quand même, l'appréciation de musique et tout, je vais vous prendre un exemple. Je vis chez un oncle là actuellement qui est un très grand collectionneur de musique là. Si j'allais au salon, j'allais vous montrer un peu les trucs de musique là. C'est pas musicophile de fou, tu vois, un peu très mais c'est quelqu'un qui a une véritable appréciation de la musique. Il a une véritable appréciation de la musique. C'est que quand on suit un album, on suit une musique, ça prend du temps. C'est pour ça que j'aime beaucoup discuter avec les gens, les anciennes générations là, celles qui sont nées dans les années, ceux qui avaient 20 ans dans les années 60, 70, alors que c'est même pas ma génération. J'adore écouter parce que la façon d'écouter la musique est tellement différente de la nôtre. Ils savent que les choses, ça prend du temps. Ils écoutent 2 fois, 3 fois. Ils disent, ah, j'aime beaucoup aimer la partie des trucs de riff de guitare là. On remet encore. Et parce qu'à l'époque, avoir de la musique, c'était pas facile. C'était pas comme nous à 2 clics là. Non. Il fallait avoir peut-être parfois des sous que tu économisais pour aller acheter ce truc et avoir peut-être le vinyle, acheter un CD ou avoir même un truc de disque là. C'est pour ça que j'ai remarqué même qu'encore cet oncle là, il n'écoute pas trop les trucs sur l'ordinateur. Il écoute encore sur ses disques, sur ses cassettes, sur ses trucs et je vois totalement la différence. Un des Genzi que j'aime beaucoup là, Zanzo, il a toute une collection, je vais vous sortir ça, toute une collection de vinyles qu'il fait là même sur sa page Instagram. Il écoute la musique que sur vinyle. Il y a beaucoup de Genzi aussi qui ont ce mindset là que j'aime beaucoup, les Genzi qui ont un peu le mindset fan du passé qui n'ont pas connu. Moi aussi je suis un millénial qui suis fan du passé qui n'a pas connu, je me rappelle. Mais c'est une meilleure appréciation de la musique. Tu as une meilleure appréciation de la musique comme ça. La musique c'est pas juste la musique c'est sérieux, hein. Sans musique on ne vit pas. Et pour des gens qui sont capables de créer des trucs comme ça, moi je veux me poser la question comment vous faites. Je dis pas que maintenant tout le monde doit le faire, mais je dis c'est con de voir des zozos venir en me dire ils suivent une fois un album et me dire ouais j'ai compris l'album là, ouais c'est 1000 ces trucs. Et je dis mais t'es un bouffon. Je suis désolé d'être méchant comme ça, mais c'est un bouffon. C'est des gens que je dois pas prendre au sérieux. Excusez-moi parce que je prends excessivement la musique excessivement au sérieux, c'est pour ça que je réagis comme ça. Mais tu es un connard. Non mais sérieux les gars. We put in. That's right. I do. Somebody got to. No doubt. Fuck it, man. I'm a fan. No doubt. I'm on that last Tribe Called Quest album from being a fan. The last one, the one from like 2016? Yeah. I went on with Kanye and Oh, yeah, you was. But that's just for me. I was invited to the house for one day and I was sitting there listening to the album and I was like, yo, I'm such a fan, bro. I would sit here and just watch you make the whole shit. He was like, come through whenever you want. I was like, don't dare me, nigga. You know what I'm saying? And I was there every day. Just watching sitting there like this. Soaking it in. Yeah, man. Speaking of Kanye, you said something very interesting about Kanye and you said that we talk about his Trump shit, right? Because you're very critical of Trump. Absolutely. And but you also, like many of us, revere Kanye. Yeah. Right? Absolutely. And you said that I'm paraphrasing again, but what the gist of what I think you said was, I'm not going to judge Kanye because who knows what type of stupid shit I would say when I'm over 40. Genuinely though. Yeah. No. At first when I read it, I thought it was dissing 40 over 40. I was like, what the fuck is this nigga saying? But then I was like, yeah, he's making up a good point. Genuinely, Tupac said something about that. Like, he was like, "You ever seen a 30-year-old nigga who's really brolic like that?" And he's like, "Yes, because when you get older, you just you calm down." There's a movie Top 5 with Chris Rock, and they all sitting around talking about MCs, and they're like, what if Tupac was live? And Chris Rock said, Il n'y a pas tort sur ce que je veux dire parce que il y a beaucoup de figures comme ça qui étaient radicales quand ils étaient jeunes et que quand j'ai vu quand ils ont vieilli, je parle pas forcément de la musique, hein, quand ils ont vieilli, ils étaient complètement différents de la version jeune qu'ils avaient parce que le monde, ça c'est ce que tu vas voir, hein, c'est ce que tu comprends un peu avec le temps quand tu commences à prendre aussi de l'âge et de l'expérience, tu vas pas rester pareil. Tu vas pas rester pareil. Les expériences de vie vont soit te faire confirmer les idées que tu avais quand tu étais jeune, soit te faire changer complètement les idées quand tu étais jeune. C'est pour ça que j'aime beaucoup Kendrick Lamar, parce que c'est l'un des rares gars que je vois depuis le début avoir le même discours qui défendait. En fait, pour moi, Kendrick Lamar c'est un fantasme. C'est-à-dire que c'est un fantasme. Le mec, il est venu avec ses idées-là. Il a réussi à avoir le succès avec ces idées-là. Et même quand il a eu le succès avec ces idées-là, il a à 80-90%
pas fait la pute. Et puis même encore, il est devenu même encore plus radical qu'au début. Et en plus, il a réussi à avoir le succès avec ça. Ça, c'est pour moi, c'est du fantasme. C'est du fantasme. Quand je vois Kendrick, c'est un fan. Je vis à, comment on appelle ça? Je vis par procuration un peu par quand je vois le personnage. Il avait dit ça, c'est tout ce que je, c'est pour ça que ça m'épate. Est-ce que j'entends là, du Peg Mafia par rapport à Kanye West là? Ouais, beaucoup de gens, c'est des Anakin Skywalker, hein. Il y a beaucoup de Anakin Skywalker, hein. Anakin Skywalker, un peu, c'est, au moins un peu la représentation un peu du jeune, ouais, plein d'espoir, nanana, après qui devient un peu le démon, là. Quand je regarde Frank Miller, c'est ça, hein. Il y a 2 Frank Miller, hein. Je parle des gars de la bande dessinée, là. Frank Miller, quand il est jeune, hippie, là. Très anti-Amérique, anti-militarisme, tout. Le Frank Miller de la période Ronin. Incroyable, brillant, magnifique. Le Frank Miller avait les longs cheveux. Puis il y a le Frank Miller vieux, avec le chapeau noir. Raciste avec les musulmans, truc horrible, horrible. Je vais prendre un autre exemple, Morrissey. Il y a le Morrissey jeune, fan d'Oscar Wilde, le politique là. Puis il y a le raciste vieux père con là, qu'on voit là, anti-musulman, anti-truc et tout là. Je vais prendre encore un autre exemple. Quel est le Kanye West, vous avez vu un peu. C'est l'exemple de truc, il y a encore qui là. Il y a beaucoup. Il y a un autre exemple qui m'était venu en tête là. J'ai pris Frank Miller, j'ai pris truc. Il y a beaucoup d'exemples comme ça. Des gens qui disent jeunes, plein de trucs, et quand ils vieillissent, c'est horrible. Hein. C'est horrible. Parce que la vie, on ne sait pas. C'est pas les expériences de la vie. Par exemple, moi, à la base, je suis quelqu'un de très positif, hein, à la base. Très positif, qui pense toujours que les gens, c'est le bien, nanana. Après, là, on me dit, je suis cynique maintenant. Non, c'est parce que j'ai vu beaucoup de saloperies. Je ne sais pas que c'était si grave, mais la compréhension de l'être humain, avant, je pensais que les gens sont empathiques, alors que non, les gens sont très égoïstes, les gens sont pas empathiques du tout. Très peu de gens sont empathiques. Tu tombes beaucoup sur des gens égoïstes et autres et qui ne réagissent que quand ça les touche. Voilà. Il a pas tort. He says, stop talking about what Tupac would be doing if he was alive now. If Tupac was alive now, who knows? He might have been kicking Jill Scott down the stairs in the Tyler Perry movie. C'est ça que je voulais dire. Je voulais parler de Jim Brown. C'était lui que je cherchais. Parce que Jim Brown a été un pro des droits civiques. Et après, en 2016, quand il était vieux, il votait Trump. Mais je pensais à Jim Brown. C'était à lui que je pensais. Lui que je cherchais. Imagine 45-year-old Tupac in a Tyler Perry movie playing a dark-skinned nigga. Oh my god. Playing the dark-skinned antagonist. With a hairpiece, because Tyler Perry loves hairpieces. Oh my god, yeah, you gotta have a dark-skinned antagonist. You gotta Right, with the fake braids and shit. It's so crazy. Tyler Perry, like when I was in school, they played like his play, because he used to do plays, like, straight up plays. Like they would play his plays and shit. But I used to watch his smoking show, and fuck, we don't let niggas smoke. You know what I'm saying? Because this is an office during the day. Yeah. You know what I'm saying? size, danger, etc. He been talking about the shit with you, the fucking, you know what I'm saying? Like, he put me onto you. Je vais regarder encore une autre interview de J-Pep Mafia. On va pas regarder seulement celle-là. Ça, j'ai pu faire un peu le tour. Chercher encore un autre. Ouais, ça, je l'avais vu. Ah, le Nardo World, là, ça a l'air super intéressant, ça. Je l'avais revu, je l'avais vu. Ah ouais, ça, c'est l'interview, là, il racontait un peu sa vie. C'est là où j'ai découvert qu'il était fan de Nick Drake. C'est cette interview aussi, là. Je vais pas regarder plutôt l'interview sur Nardo World, là. Ça, c'était bien. JPEG Mafia! JPEG Mafia! Interlude avec mon oncle qui m'appelait. Comment entendre? Interlude avec mon oncle qui m'appelait. J'en étais où? Ah oui, bon, je suis sûr que je vais couper ça au montage. Hein. Je vais pas laisser ça. Je vais pas laisser la partie là au montage. Oui, j'étais sûr. Hey, big how you doing? Welcome to Malibu, JPEG Mafia. What's up? How you doing? So here we go. Let's descend down. It's actually bad luck to split. Have you ever heard that? Split phone? Yeah.
That's like an old thing. I don't think anybody says that anymore. Except me. Yeah, me too. No. So here we go, JPEG. Thank you for coming all this way. Like, how long did it take for you to come here? It took me like an hour and a half to get here. For a Nardwuar interview? Yes, That's amazing. Every minute, it was great. We have something really special for you coming up here. Okay, I'm ready. What do you see, Peggy? I see the ocean and I see glass. And then take a left. I see a nice view. A really nice view, a beautiful view. There's probably He's related. His Pour ceux qui ne connaissent pas qui est Nardwuar, Nardwuar c'est un gars qui est un interviewiste, qui fait des interviews depuis des années sur les artistes en général depuis les années 80, 90 même. Au Canada, c'est un Canadien je pense. Want to transfer WhatsApp messages between Android and iPhone? Use iCare Phone Transfer from 10. first band, the CIA. yeah. This is the group he was in before. Des interviews je crois des dernières interviews de Kurt Cobain sur lui qu'il a, je pense. Une interview quand il était jeune là où il avait fait sur Kurt Cobain là, avec sa femme là, comment elle s'appelle encore la femme de c'est Courtney, comment elle s'appelle encore la femme de Kurt Cobain là? Putain j'ai oublié son nom, putain ça commence à devenir compliqué avec les noms hein, moi. Et c'est quelqu'un qui faisait beaucoup d'interviews, même politiques et tout. Et après il y a cette interview qu'il avait donnée à Pharrell Williams là, qui avait blown away Pharrell Williams à l'époque. Qui a permis à ce que Pharrell Williams l'amène dans son petit projet là qu'il avait à l'époque là qui s'appelait I Am Other, où il prenait un peu des jeunes gars créatifs un peu de différents backgrounds un peu pour les permettre d'avoir une promotion un peu plus grande. D'ailleurs c'est ce truc là I Am Other qui a fait révéler, si je me souviens bien, comment elle s'appelle encore la fille qui faisait Insecure là, c'était la fin, la fille qui faisait Insecure là, Isari, avec son show qu'elle avait à l'époque qui s'appelait The Awkward Girl. Ça c'est pour mes dédicaces à mes cocos là, mais afro black là, j'adore Insecure là, je sais pas quoi là, il ne sait même pas d'où vient Isari même, je me rappelle un peu, à l'époque, elle aimait dans Aqua Girl, elle aimait toujours montrer qu'elle était fan de Gambino dans les épisodes. C'était des trucs de 5 minutes, 10 minutes, je me souviens bien. Et Nardwuar, l'interview qui avait tellement marqué, que Nardwuar avait donné à Pharrell Williams, l'avait tellement marqué qu'il lui a utilisé sa promotion. Et c'est là où Nardwuar a commencé à avoir véritablement la même, comment on appelle ça, le réseau d'avoir les rappeurs maintenant. Avant, il n'avait pas les rappeurs, il avait les groupes de punk, les groupes de rock, les groupes de trucs. Avec Pharrell Williams, ça l'a ouvert ça. Ça l'a ouvert vraiment le monde des rappeurs et maintenant c'est comme ça qu'il est devenu génial. Comme vous avez vu tout ce que vous avez vu sur le personnage. Et c'est sa science pour découvrir les choses personnelles des gars. Là, moi je sais pas d'où il pique ses informations et comment il fait. Parce que lui là, il est frère, mon frère. Je sais pas comment il fait. For the NWA, yeah, CIA. Produced by I don't know who this was produced by. Dr. Dre. Dr. Dre produced the CIA? Oh, I didn't know that. I actually didn't know that. I thought he didn't join up with him until afterwards. This is crazy. This is crazy as hell. And also, notice it's in a Ruthless Records sleeve, which isn't connected, but I thought Ruthless Records is... It's Eazy-E's label. And quote, I rap with the spirit of... Cube and P Easy. Easy! Yeah. That's a connection. That is a gift for you, some CIA, because you love the Cube. This is amazing. Actually, thank you so much for this. How the hell did you... I mean, you're you, but how did you find that? How did you find a vinyl of his first... I didn't even think that existed, but that's good. I thought it's something possible that you could sample. Oh, hell yeah, definitely. Easily. But I did bring that from Vancouver, British Columbia, Canada. And speaking of Vancouver, British Columbia, Canada, I have another gift for you, Peggy. Some Skinny Puppy. Yeah, hell yeah. What can you tell the people about Skinny Puppy from Vancouver, British Columbia, Canada? This is one of my biggest influences. Waouh! Le gars écoute Skinny Puppy. Ah, c'est pour ça que sa musique est Skinny Puppy. Et comment il sait qu'il écoute ça? Là, il n'a jamais dit ça en interview. Mais le gars là, je sais pas d'où il sort ces conneries là. Nardwuar, je sais pas comment il fait. Il écoute Skinny Puppy, merde. I love Skinny Puppy. This is great, man. 1984. 84. Yeah, they're one of my biggest influences just for what I do musically. You know, they always were ahead of their time. And I was a big fan of them when I was real young and first getting into music and first getting into like music that wasn't just on TV, you know. So this is fucking amazing. And I love the fact you also like Throbbing Gristle too. I love Throbbing Gristle, man. They're amazing. Gristle. Oh là là, Throbbing Gristle, c'est un groupe un peu alternatif, un peu des années 70. Ils ont un truc là, je sais pas si c'est 20 Musicians et autres, je sais pas comment j'étais tombé sur.
C'était à l'époque où je voguais dans les blogs, là, il y avait eux, Throbbing Gristle, Einstein, Batten et Cabaret Voltaire, un peu les gars allemands là. Qui ont des musiques un peu. Je crois que c'est à un moment donné quand j'ai commencé à suivre les gars de Swans. Je crois que c'est Michael Girard, le leader du groupe Swans, qui en parlait, je pense. Et Michael Girard ou Nick Cave, je sais pas, entre les deux. Je pense. Il y avait une interview et j'étais curieux, je suis parti découvrir là, la musique est complètement géniale, c'est alternative. Bon, ça c'est vraiment pas grand public. C'est tombé les mecs. C'est vraiment pas grand public. Et je peux comprendre que le grand public n'aime pas ça, mais franchement c'était des gars hyper géniaux et ça m'étonne même pas que JPEG Mafia écoute ces boys là. Franchement, ça se ressent en fait. C'est pour ça que je kiffe sa musique en fait. Tu comprends? Skinny Puppy, Throbbing Gristle, je suis sûr qu'il va citer Cabaret Voltaire ou Ashtonen Batten après. Amazing. I love RP Genesis. I love Throbbing Gristle. That's one of my hugest influences, actually. JPEG Mafia, thank you, Young Gigi. Young Gigi. Oh, Young Gigi From Seattle. Oh yeah, I was like from Seattle. Yeah, I know Young Gigi. How did he play into your story? So Young Gigi, I played a set with Young Gigi years ago, and then we became friends. And he was supposed to take me to a Juggalo concert, and yeah. Mafia, I have another gift for you right here. What can you explain the importance of this 7-inch Chipmunk Punk? Chipmunk Punk. Chipmunk. Chipmunk Punk. I'm not sure. Chipmunky. It does sound chipmunky. I love the punk angle, like Chipmunk and Punk together. What actually is this? This is an album. Album. Yeah, doing Call Me and Refugee. Okay. And that's for you. That's a gift for you. Thank you so much. That's amazing. JPEG Mafia, as a kid, you once stole some CDs. Yes, I did. What CDs were they? I stole a Corinne Bailey Rae CD, and I stole I think Kanye West Graduation. I think I stole those two CDs from Walmart, but they were clean. I never did gigs in Alabama. It was too hectic down there. I did do gigs in that area though. After I left Alabama. What was that like? Very hectic. I used to. It used to be just basically a fight after every night, or like some kind of hostile energy, because I was directly playing into the people's insecurities. And I have another gift for you, JPEG Mafia, right here. A K-Slip. Je pense que je connais ce son-là. Le DJ Kessler avec Traces Mafia et Fraser. Oh oui, je vous avoue, moi le hip-hop, c'était pas... Pour ceux qui m'ont connu à cette époque-là, 2005, 2006, 2007, là, s'ils voient même ces vidéos-là, ils vont rigoler même. À moi, à mon époque, moi c'était pas Tupac, Ice Cube ou... comment on appelle ça? Nas. Je m'en foutais de tous ces gars-là. Moi, c'était les gars du Sud à l'époque, la 36 Mafia, Lil White, Fraser Boy, Young Jeezy, tout ce qui était Dirty South, c'était Pastor Troy. Oh, pour moi, c'était les meilleures choses. Je sais pas, je raisonnais plus avec les boys là à l'époque là. Lil White, je suis toujours convaincu que The One and Only est l'un des plus grands albums de l'histoire du rap de Memphis. The One and Only. Philly Real Pimpy. Ou bien comment il s'appelle là? Do It Fluid. Ah ouais, l'album là est génial, Lil White. C'est l'un des rappeurs blancs que je kiffe le plus. Il était signé à... Comment il s'appelle encore le label de Traces Mafia à l'époque là? Hypnotized Mind. Je connais pas ce son de DJ Kessler et Traces Mafia. Traces Mafia c'est génial. Oui, ce sont pas des grands rappeurs et tout. Un jour j'ai eu une discussion même avec mon copain Mizanzo là qui se moquait un peu de... C'est vrai que c'est pas de sa génération mais... Il se moquait un peu que ouais, comment tu peux kiffer Bone Thugs et Traces Mafia. Traces Mafia peut-être, ce n'est pas peut-être des lyrical genius, peut-être à part Gangsta... Copstanica qui était meilleur un peu dans les rimes, un peu Copstanica un peu, qui est Rest in Peace, je crois que c'est le gars qui est mort et tout. Je pense que c'est lui qu'on voit là, à côté là, au milieu là. Ça c'est Crunchy Black à droite, ça c'est Copstanica et tout, ça c'est Juicy J à gauche. Ah oui, c'est le groupe de Juicy J pour les jeunes Genzi là. Juicy J que vous avez joué là avec Wiz Khalifa Band, mec, tout ça, je me rappelle de ce son bidon là. Il avait fait là, il était signé dans le label de Wiz Khalifa si je me souviens encore. À l'époque, son groupe c'était Traces Mafia avec DJ Paul et moi j'aimais leur son. J'aimais leur son parce que eux c'était Traces Mafia si je me souviens bien. Leur capacité c'est DJ Paul, c'est un peu le gars qui est influencé par la musique soul, de Memphis, de Philadelphie et tout. Donc le côté parfois Traces Mafia que tu entendais très soul, un peu très truc un peu comme un peu dans Pop et McCullough.
où il sample Willie Hutch. Ever since I can remember, I've been popping mine. Bob la pop ma là, il samplait Willie Hutch. Et puis, ou bien même Tracy Mafia encore le truc avec Yuji là qui était génial. Je sais pas si c'était dans The End ou dans l'autre album là. Comment ça s'appelle? Sipping Up Some Caesar. Avec Yuji là, avec enfin de Pimsy là. Il y avait le sample qu'ils utilisent, c'est le sample de Marvin Gaye qui est dans M à dire. Je pense, dans le son de M à dire, en tout cas c'est le sample qu'ils utilisaient à l'époque là. Donc Juicy J c'était le gars qui avait le côté soul et DJ Paul c'est le gars qui avait le côté horrorcore. Tout ce qui était horrorcore, film d'horreur, parce que lui il avait les influences et autres. Et DJ Paul et Juicy J qui étaient un duo de producteurs, et c'était les duos de producteurs qui faisaient la musique de Texas Mafia. C'était une combinaison un peu incroyable. C'est pour ça que parfois tu avais un côté un peu soul là, un côté un peu horrorcore, un peu trop brut là. Ah non, les albums de The End, c'est l'un des plus grands albums de l'histoire du hip-hop sound. The End, c'est un album magnifique. Le sample qu'ils avaient fait là, comment ça s'appelle? Un de mes morceaux préférés de leur carrière là. Ça s'appelle encore là. Ils avaient samplé Lisa Fisher. Comment ça s'appelle encore? J'ai oublié le titre. Late Night Tip. Freak deep inside, have no shame, no need to hide. Why do you keep on blushing? Get it all like a slushy. She must be kinda tipsy on this crystal like a gypsy. Now I Late Night Tip. Ah, mon Dieu, le son là est génial. Le couplet de Kopstanika est dingue. Oh non, je vais vous mettre ça en montage là. Non, le truc là, c'était un truc qu'ils avaient samplé Lisa Fisher. How can I ease the pain? Magnifique. Magnifique le truc là. Crisis Mafia, c'est pas forcément sur les lyrics que tu vas écouter, c'est juste la musicalité qu'ils ont dans les producteurs. DJ Paul et Juicy J, ils ont pour eux. La musicalité de Crisis Mafia est géniale. Génial. Génial. Mais je ne connais pas ce son là qu'ils avaient avec DJ Kessler là. Je connais pas ça. Hey, featuring, who does it feature? Lil White, 3-6 Mafia, and Fraser Boy. Who gives a Fuck, where you from? This is crazy as shit. This is on vinyl. This song samples the Transformers. They just loop the Transformers if you listen to this, and they just put it out. I love it. It's crazy. And that comes with an instrumental. So, It does? Yeah, so you could play that live. I can play it live. I can rap over this now. Thank you. I never knew that beat was anywhere. What can you say though about Little White? Lil White is fire. He has a song. He has a song called My Smoking Song. And when I was in high school, all my white trash friends always play it for me, and so I got into Lil White. I actually like Lil White. What about Il kiffe Lil White comme moi. Non, mais les weirdos, vous êtes tous pareils. Lil White. Oh, je savais pas qu'il kiffait Lil White. Merde. Mais j'ai tellement de goûts musicaux pareils comme le mec là. Skinny Puppy, Robin Grizzle, Lil White. Mais... je sais que j'étais le seul négro à kiffer Lil White. Lil White. Ah non, je vais vous dire les mecs. Lil White, The One and Only, l'album là. J'ai fait une référence un peu à... Je sais pas si j'ai fait référence à Lil White dans une vidéo là. Lil White, c'est génial. Je suis à 2 doigts de faire un sujet sur ça. Le sujet sur The One and Only. Pour moi, je pense que c'est un classique mésestimé cet album là. Ah non. Ah non. Ah non. Do It Fluid, c'était génial. Oh non. Lil White... Mais après, bon, les autres albums qu'il a fait étaient pourris. Hein. Mais cet album-là, le 2, je crois que c'était ton deuxième. Ah non. Ah non. C'est pour moi les meilleures productions même. DJ Paul et DJ de Traces Mafia. C'est dans l'album-là. Ah oui, c'est pour moi un des meilleurs projets de l'histoire du label de DJ Paul et DJ Inoptize Minda qu'ils avaient là. Lil White, The One and Only. Gang cet album-là. Jusqu'à aujourd'hui, je le suis même encore. Ça, c'est un de mes péchés mignons. Je suis sur cet album-là. Ouais, parce que vous me voyez souvent là, Nas, vous voyez, Atmosphère et autres et tout. Non, moi j'aime aussi certains trucs aussi, pas forcément bullshit, pas forcément très élaboré, sciencieux là.
for packaging and JPEG Mafia. Where do you get PlayStation boxes? I think I'm just, it's unoriginality on my part as a fashion designer. So I just, plagiarize something that means a lot to me. When I was deployed overseas in Iraq, Ja Rule came by and performed. And I saw Ja Rule while I was at war. What was that like? Were you in a pit? Were you allowed backstage? What was that gig like? There was no pit. It was just, we all, they sat us all down like we were at a pep rally or something. Yeah. And I was thinking about the Air Force, and I wanted to give you, JPEG Mafia, another gift right here. An Air Force G booklet. There's a booklet, too. It's really nice. Glad they got this one out because they got a banger right here. I'm gonna bump this one again. Super San. It was a Non, ça c'est pas Super San show that introduced you to Baltimore music. Yes. Butch Dawson. Yes, Butch Dawson. What do you say about that song? That song, is a bunch of other people in the scene. How the fuck did you know that though? That's like super random. I don't even think I've said that to anybody. Wi-Fi. The song Wi-Fi featuring Grey Dolph and Elon. Yes. What do you say about that song? That song is a great song. It's a fantastic. He's a New York rapper from back in the day. Well, what can you say about Half a Mil? Half a Mil? Yeah, yo, Half a Mil, rest in peace. This is one of my favorite rappers coming up. He's a New York rapper from back in the day. And he used to rap with this guy AZ, who's also a legendary New York rapper. But yeah, Half a Mil. How the fuck, man? And that's a gift for you. And look, instrumental. Yeah, man, it got the beat on there. That's great. Actually, now that you're here and you know a lot about songs, what's the deal on me giving a lot of people with instrumentals? Can people actually use them? I'm just curious. Not legally, but you can, if you just want to put something on YouTube or something. But you can't I can't make a song from that shit. I mean, I guess you can. Bobby Shmurda did from Lloyd Banks song, so maybe you can. But yeah, you can't traditionally legally. DJ Genie. DJ Genie, yeah, another Baltimore artist. What do you know about Baltimore club music? Also did tracks for The Wire, and then Britney Spears. Definitely needs to be more respect for the influence that it has on everything else. And you sample everything, like Atari Teenage Riot. Atari Teenage Riot. I love that. Teenage Riot, putain. Quoi? Ça, c'est un groupe de malades, ça, Tana Teenage Riot. Ça, je les ai découverts il y a 10 ans, les mecs. Sur un beau blog, là, qui s'appelle Opium Blogspot, là. Souvent, quand j'ai envie de prendre mes trucs obscurs, là-bas, c'est là-bas où je vais. Tana Teenage Riot, là, c'est comment on appelle encore ce style de musique électronique, là? C'est très dark, hein. Très dark. Ils ont un album, là, je vais sortir le truc, là, avec le Black Hose qu'on voit. L'album là est dark, c'est bon, c'est hyper bon, ça se ressent dans les approches musicales là, surtout à travers ces drums là. Ces bridges là, ça se ressent qu'il écoute ces conneries là, ça se ressent, ça m'étonne même pas il a même samplé ça, je sais pas quels sons il a samplé les gars là. Ça m'étonne pas qu'ils connaissent ces conneries-là. Ça m'étonne pas. That Atari Teenage Riot, and then Britney Spears. The legend, Britney Spears. Now, how hard was it for her to hear the song? Did she actually hear the song, or did her people hear the song? Probably her people. I'm gonna assume her people. I doubt she took time out to hear my shitty little version of her song, but she had to approve it though. So there's some knowledge of it. You know what I mean? So I'm glad that she was able to just approve it for me because she didn't have to do that. She doesn't know me. She doesn't have to care about me. She gains nothing from this, but she just did it anyway, so I appreciate it. From Atari Teenage Riot to Britney Spears. You are a producer. Yes, I'm a producer. And speaking of being a producer, I thought I'd give you another record right here called The Producer. What is this? It's actually, read it back. It's a sample. This looks like me when I'm I was just like, and I'm just like, I don't know. But how do you do it with one laptop, like the sweat pouring down? What do you do when you vocal warm up for a set? Maybe field day or something, but what happened afterwards? Did you get the hell out? Yeah, I just went to the back. I was pissed because they kept finding artists like this. So when I was very young, honestly, from listening to Ice heavy on Black Consciousness, this was back in a time. It's a beat. It's just a random beat I made around the time for this album I got called All My Heroes. So look, I have that beat right here. That's it, Fed Flintstone. I changed it to Fed because I was working on it, but it was originally Fed Flintstone. And you got it off my vlog, you sly dog. But what were you saying? Sorry, you caught me way off guard. And winding up here, JPEG Mafia, I have another gift for you right here. What can you tell the people about the X Clan? X Clan! From 1990. Damn.
For you, an instrumental too. Wow, this is great. This is a great cover. X-Clan, this is a legendary 90s group. You know, they were heavy on black consciousness. You know, this was back in a time where like... Ouais, quand je pense moi au TEP là, voilà, c'est ça au TEP là. Ça, les gars qui sont pro-black, black consciousness, revolutionary, tout, ça, c'est les OTEP, ça. Ça, c'est les OTEP là. Les ancêtres de Kendrick Lamar et Jay Electronica. Je connaissais pas du tout X-Clan là. Ça, je vais essayer de suivre ça ce week-end. Je connaissais pas du tout ces mecs là. Ça, je vais découvrir ça. Comme on dit toujours, faut jamais cesser d'apprendre. Le jour où tu n'apprends plus, tu es mort. Toujours essayer d'apprendre. X-Clan, ça, il faut que je cherche à découvrir qui sont ces gars. Knowing your roots as a black person was very popular in the mainstream, like just in general. You could see it in the TV shows and the lynch mob, and it kind of led me down a rabbit hole of finding artists like this. It's my man. He sends you beats? Yeah, he sends me beats. Been legit since? In my life. And you are JPEG? Mafia. So here we are in Malibu, California, kind of far away from Vancouver, British Columbia, Canada. But what can you say about H.T. Barr? Because you talked to some Canadians, Orville Peck, Tommy Genesis. What can you say about H.T. Barr? H.T. Barr is my version of a vlog, but I didn't want to, I don't want to have segments and explain everything. I just... Mort Garson post. si màggal gi Orange Money mooy ànd ak yéen yaatal liggéey bi xarit xewalu màggal agsi na ak as well to put up in your studio. Oh, this is hard. Wait, what? This is fantastic. Behind the scenes of the Plant album. Maybe to put it in your producer room. Yeah, actually, is there a producer room? Yes, there's a producer room in my house, and I will put this. Là-bas, je sais pas si je pourrais voir. Bon, les interviews avec Danny Brown. Je sais que vous, quand tu es avec Danny Brown, c'est seulement vous parler de random shit. Moi, j'ai envie d'apprendre des choses. Je pense que. Ah non. Je n'ai jamais essayé de cliquer. Il faut même que je bannisse même ça. Attends. Parce que les mecs comme Adam 22, c'est des cancers pour c'est un cancer pour la musique, ce mec-là. C'est un cancer même pour la culture. Au cancer pour la culture, ce gars-là. Il faut que je bannisse tout ce que ce gars-là est. Attends, comment on bannisse ça? Signaler même. Attends, signale. On peut signaler là. J'ai envie de signaler sa page. Ouais, signaler. Ouais, on va signaler ça. Contenu incitant à la haine. Voilà. Maltraitance. Hop. Salopard comme ça. Horrible personnage. Signaler tout ça. Signaler. Je pense que c'est les trucs des interviews de JPEG Mafia. Là, ça va être un peu plus personnel. Personnel, c'est un peu chiant. Moi, bon, c'était bien. Moi, c'était passionnant, cette interview-là, mais pas trop le truc un peu. Moi, j'ai plus quand on va vous apprendre des choses. Bon, voilà. Je pense que c'est bon. On va faire ça. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.